enfant adorable. C'est difficile, tu sais, c'est difficile parce que tu sais, c'est difficile de savoir. C'était une personne incroyable, aimant tout le monde. Il aimait, était juste. Il a marqué tant de vies. Près de 3 ans après le meurtre d'Ethan Chapin, sa mère Stacy évoque son fils aîné des triplés et rejoint sur scène la femme qui a aidé à résoudre l'affaire pour discuter de leur nouveau lien. Je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Et je pense vraiment que nos chemins étaient destinés à se croiser. Bienvenue dans Crime Fixe, je suis Angenette Lévy. L'histoire que je vais partager avec vous est très spéciale, bien qu'ancrée dans une perte et une grande tristesse. Cela fait partie de ce qui s'est passé pour résoudre le mystère de qui était derrière l'horreur de King Road ce dimanche matin du 13 novembre 2022. Ce matin-là, comme nous en avons déjà parlé tant de fois, le mal est entré dans cette maison louée par des étudiants à Moscou, dans l'Idaho, et a volé la vie de 4 magnifiques étudiants. Maddie Mogan, Keely Gonsalves, Zana Kernodle et Ethan Chapin. Même aujourd'hui, près de 3 ans plus tard, il est encore difficile de croire que cette photo d'eux 4 a été prise et qu'environ 12 heures plus tard, ils n'étaient plus là. La police de Moscou savait qu'elle avait affaire à une véritable énigme et qu'elle était dépassée par les événements. Ils ont donc sollicité la police d'État de l'Idaho et le FBI pour les aider dans une vaste enquête criminelle suivie mondialement. Il y avait un élément de preuve qui allait permettre à la police de Moscou d'identifier un suspect pouvant les aider dans leur enquête. C'était la personne dont l'acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur l'étui d'un couteau Ka-Bar, laissé à côté du corps de Maddie Mogan, sur son lit. La police de l'Idaho a analysé l'acide désoxyribonucléique sans correspondance dans la base CODIS. C'est la base du FBI rassemblant les criminels connus. La police de l'Idaho avait un contrat avec Outram Labs, qui effectue des analyses généalogiques génétiques pour enquête et a aidé à résoudre des affaires non élucidées. Mais cette affaire était différente. C'était une enquête en cours, brûlante, et un suspect ayant assassiné 4 étudiants universitaires était en fuite. Allait-il frapper à nouveau bientôt? Le temps était absolument essentiel. David et Kristen Middleman, ils dirigent Outram Labs au Texas. Lors de Thanksgiving 2022, ils prenaient des photos de famille avec leurs enfants quand un appel urgent est arrivé. Il y avait une affaire dans l'Idaho et on avait besoin de leur aide. Kristen n'a même pas pris le temps d'enfiler son costume habituel. Elle et David sont allés directement au bureau. Kristen, David et leur équipe se sont mis au travail. Ils ont analysé l'acide désoxyribonucléique des policiers présents et lancé des arbres généalogiques pour identifier le propriétaire de l'acide désoxyribonucléique trouvé sur le bouton pression de l'étui. Kristen a dit qu'ils ont établi des arbres généalogiques et déterminé que l'acide désoxyribonucléique venait probablement d'une famille de Pennsylvanie d'origine italienne. C'est important parce qu'on allait ensuite déterminer que Brian Koberger était la source de l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur le bouton pression de ce bel étui. Le 10 décembre, le FBI a repris la recherche dans l'arbre généalogique. 9 jours plus tard, les fédéraux ont transmis le nom de Brian Koberger à la police de Moscou et tout a commencé à s'assembler. Koberger conduisait une Hyundai Elantra blanche. Il correspondait à la description de la colocataire survivante, un homme en noir aux sourcils épais vivant près de Pullman dans l'État de Washington. De plus, les données de son téléphone montraient qu'il s'était souvent rendu à Moscou tard le soir avant la nuit des meurtres. Koberger a été arrêté au domicile de ses parents en Pennsylvanie le 30 décembre 2022. Il a plaidé coupable peu avant la sélection du jury cet été et purge actuellement 4 peines de prison à vie consécutive. Kristen et David Middleman, ils étaient soumis à une ordonnance de bâillon comme toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire jusqu'à la mi-juillet. Donc, ils n'ont pas pu parler de cette affaire jusqu'à récemment. Ils étaient au CrimeCon à Denver le week-end dernier et Kristen a rejoint Stacy Chapin, la mère d'Ethan Chapin, sur scène pour parler de la technologie qui a aidé à attraper la personne qui a tué son beau garçon. Stacy et Kristen se sont brièvement croisés au CrimeCon 2023 lors d'une rencontre où Stacy racontait son histoire à d'autres parents de victimes. Kristen l'a alors prise dans ses bras, lui a dit « Tu n'as pas à t'inquiéter », puis est repartie. Kristen et Stacy ne se sont rencontrés qu'après la levée de l'ordonnance de bâillon mi-juillet.
Jim et Stacy Chapin ont volé au Texas après la levée du bâillon et ont vu David et Kristen chez Outram. Je me suis assise avec Kristen et Stacy à CrimeCon ce week-end. Revenons donc à cette étreinte en 2023. Peux-tu m'en parler et dire ce que cela signifiait pour toi? C'est littéralement tout ce que c'était. Mais même à ce moment-là, je ne pense pas avoir compris ce que cela signifiait. Je ne savais pas qui elle était. J'ai littéralement cherché son nom sur Google après. Mais ce câlin a fini par signifier littéralement tout pour moi. Je n'en ai parlé à personne. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas si je pouvais. Je ne l'ai pas dit à mes enfants. Je l'ai dit à mon mari, c'est tout. Mais lors de certains de nos jours les plus sombres, littéralement, et Kristen adorait cette partie de l'histoire, Oui, c'est vrai. comme on comptait sur ce câlin, qu'on allait surmonter tout ce cas, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose là-dehors qui dépassait tout ce qu'on pouvait potentiellement, tu sais, imaginer ou vraiment comprendre. Et je ne pouvais pas en dire plus, tu vois. Je ne pouvais rien dire. C'est ça. Je savais que je devais parler. C'est ça. Parce que pourquoi faire ça? Pourquoi? Je veux dire, tout mon rôle chez Outram est de défendre les victimes. Et voir ça juste à côté de moi, savoir que je pourrais dire quelque chose pour l'aider et ne pas pouvoir le faire. Je me souviens juste de ce moment. Et je me souviens être descendue et avoir dit à David, « Tu peux me renvoyer si tu en as besoin. » Je l'ai prise dans mes bras. Je viens juste de lui parler. J'ai juste dit que ça allait aller parce que je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Je pense vraiment que nos chemins étaient destinés à se croiser. Il y a beaucoup de points communs. Alors qu'à l'époque, je ne connaissais rien des familles, à part ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Et donc, nous nous concentrons sur l'affaire. Et donc, je ne connaissais pas ta personnalité. Ta relation avec Jim, le fait que tu avais des triplés de garçons et une fille. Il y a tellement de points communs dans le sens où nous avons 2 garçons et une fille. Et nous avons aussi 2 enfants plus âgés. Notre aîné avait exactement le même âge. Et donc, je pense que quand j'ai appris à connaître Stacy et Jim, il y a des parallèles étranges dans notre façon de gérer les choses. Notre amour pour... Nos maris, notre amour pour nos maris et notre amour pour notre famille. Oui. Et puis, nous sommes toutes les deux, je pense, les fortes. Nous sommes toutes les deux l'encre. L'encre? L'encre? À bien des égards. Je me suis reconnue dans cette pièce sur bien plus d'aspects que je ne l'imaginais. Je savais que je devais lui dire quelque chose, même si cela pouvait lui paraître insignifiant, car c'était important. Comme elle l'a dit, combien de gens à CrimeCon la serrent dans leurs bras? Des milliers de gens la serrent et lui parlent. Qui donc s'avance vers moi et dit « Quelques mots, n'est-ce pas? Ça aurait pu ne rien signifier. Et elle aurait pu simplement, quand je l'ai appelée après l'ordonnance de bâillon, elle aurait pu dire « Je ne me souviens pas de Kristen Middleman ». Et ça aurait très bien pu être une option. Avec les années, je cherchais Outram sur Google, me demandant si je devais les contacter ou non. Et on ne pouvait tout simplement pas. Je veux dire, je ne savais rien que je n'étais pas censée savoir, mais l'accolade, il y avait quelque chose à ce sujet. Alors, on plaisante sur la façon de donner cette accolade à tout le monde, tu vois? Ce qui est... Je ne vais pas enlacer tout le monde. Non, je sais bien. Mais l'idée même de ça. Nous sommes une scientifique. Quand vous comprenez ce qui s'est passé et sur quoi vous travaillez, cela change-t-il la situation ou restez-vous fidèle à la science? Bien sûr que ça change la situation. Je savais que ces enfants avaient l'âge de ma fille. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient peur de retourner à l'école. Ma fille avait peur de retourner à l'école. Elle était dans un état complètement différent. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que ça ne m'affecte pas. Bien sûr que ça m'affecte. Ce que nous faisons est le même pour chaque cas. Nous avons testé la faisabilité de ce cas, comme nous l'aurions fait pour n'importe quel autre cas. Sans la technologie, nous ne l'aurions pas fait. Mais ça l'était. Il y avait bien plus d'acide désoxyribonucléique que dans d'autres affaires non résolues sur lesquelles nous avons travaillé. Et ce n'est pas ce qui a été présenté dans les médias? Une chose frustrante pour les middlemen était la quantité d'informations circulant sur les réseaux sociaux concernant l'affaire, notamment l'acide désoxyribonucléique sur l'étui. La quantité d'acide désoxyribonucléique sur le bouton pression de l'étui était très importante, même si elle était invisible à l'œil nu. Et nous en avons déjà parlé avec une experte en acide désoxyribonucléique ici sur CrimeFix. On l'a décrit à plusieurs reprises comme de l'acide désoxyribonucléique de trace, et ce n'était tout simplement pas vrai. On aurait pu le faire 6 ou 7 fois si besoin.
Ce n'était pas ce type de choses, ni de l'acide désoxyribonucléique de trace. Vous observez 7 cellules comme auparavant. Et je veux dire, c'est en grande partie pourquoi c'est potentiellement important pour tout le monde parce que le manque de ces informations a poussé les réseaux sociaux à faire leurs propres interprétations de ce qu'ils pensaient que c'était. Et ça fait mal. Ça a blessé beaucoup de gens. Ça fait du mal aux enfants concernés. Ça fait du mal aux familles concernées. C'est ça qui fait mal. Tu ne peux même pas savoir. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est le lire. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et je savais que c'était bien. Je savais avec certitude ce que nous avions fait, et personne d'autre ne le savait. Tu as évoqué l'acide désoxyribonucléique et l'intervention du FBI dans cette affaire le 10 décembre. Oui, mais nous travaillons avec le FBI sur des centaines et des centaines d'affaires. Nous étions le seul profil établi. Les gens ont cru que le FBI avait établi un profil différent. Ils n'ont rien fait. Aucun autre profil n'existe. Nous étions le seul laboratoire d'acide désoxyribonucléique avancé sur cette affaire. Dès le début, il était clair pour nous, le FBI et les forces de l'ordre impliquées, quelle était la réponse, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le dire à ceux qui devaient vraiment le savoir, comme Stacy. De plus, les médias relayaient des informations que nous ne pouvions pas corriger, car ceux qui travaillaient sur l'affaire étaient réduits au silence. Et j'ai l'impression que ce sont les familles qui en ont le plus souffert, et peut-être aussi les survivants, mais c'est une situation dévastatrice qui ne devrait pas exister. Comme je l'ai mentionné, le FBI a repris ce que Outram avait commencé le 10 décembre 2022, mais les Middleman avaient déterminé que le suspect se trouvait en Pennsylvanie. Kristen, dis-moi jusqu'où tu es allée avec le travail de généalogie. Nous avons pu compléter la généalogie en intégrant l'ascendance et toutes les correspondances qui étaient là. Et l'arbre que nous avons remis aux forces de l'ordre avec notre profil système de management de la performance pour commencer les tests ciblés est un arbre sur lequel Colbert apparaîtrait. Et c'était sa famille. Tu as dit que tu avais trouvé quelqu'un qui était d'origine italienne, qui avait des ancêtres italiens en Pennsylvanie. C'est exact. Donc, comment ça fonctionne? Oui, et comment cette technologie fonctionne, c'est que tu donnes aux forces de l'ordre, à cette génération et à cette famille, les personnes qui pourraient correspondre à ce profil. Ensuite, ils vérifient si l'une de ces personnes possédait l'arme utilisée sur la scène, selon le registre. Est-ce qu'il possédait le type de voiture qui a été vue sur la scène de crime? Était-il dans l'Idaho lors du meurtre ou à l'endroit du crime? Ensuite, ils analysent le contexte, identifient le principal suspect et réalisent des tests ciblés sur cette personne. La technologie qu'utilise Outram est généralement utilisée dans les affaires non résolues, mais les Chapin aimeraient rendre cette technologie plus accessible à d'autres familles dans leur situation. Ils estiment aussi qu'il aurait fallu médiatiser plus tôt l'utilisation de cette technologie dans l'affaire. Et je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire attention à ça parce que je respecte toujours l'ordonnance de non-divulgation et la raison pour laquelle il n'y avait pas d'informations diffusées. Mais en même temps, par exemple, l'affidavit qui a été rendu public, n'est-ce pas? Si, à un moment donné, concernant l'acide désoxyribonucléique, il avait été dit en une phrase, « Vous savez, Outram a testé et identifié l'auteur » ou que l'acide désoxyribonucléique de l'auteur se trouve sur l'étui du couteau. Cela ne résout pas le crime. Les forces de l'ordre restent nécessaires. Mais je pense que cela aurait vraiment, vous savez, cela aurait apaisé beaucoup de gens, pas seulement les familles, mais aussi les enfants. Cela aurait aussi calmé certaines dérives sur les réseaux sociaux qui sont devenues un peu folles. Avec le recul, penses-tu que l'ordonnance de Bayon était une mauvaise décision? Non. Parce que la défense le voulait. Je n'avais aucun problème avec ça, d'accord? Oui. Vous souhaitez que cette technologie soit accessible à d'autres familles dans votre situation. N'importe qui, ce n'est pas... Tout le monde devrait avoir accès à cela. Comment veux-tu que ce message soit diffusé? Comment aimerais-tu? Comment vas-tu travailler avec Kristen pour atteindre ces... Nous sommes en train de le définir, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comme dans notre cas, en prenant cela comme exemple, si l'affidavit, tu sais, ou si les familles savaient simplement que, tu sais, il y a eu 100%, tu sais, que de l'acide désoxyribonucléique l'auteur a été identifié par acide désoxyribonucléique dans l'affaire avec Outram. Et c'est tout ce que tu sais, c'est ce qui est déjà une information importante. Pour aller de l'avant,
Cette information n'a pas été ajoutée à l'affidavit car la police la considère comme un tuyau. Mais l'ordonnance de bâillon empêchait quiconque d'en parler publiquement. Le travail d'Outram n'est devenu public que bien plus tard dans l'affaire, à travers des documents judiciaires. Je ne critique personne. Il n'y a aucune critique. Il y en a eu, mais pas dans notre famille. Nous avons toujours soutenu tous ceux qui travaillaient sur notre affaire. Mais même ce petit bout d'information, vous savez, on traverserait les 2 années suivantes un peu plus facilement en sachant que c'est une preuve assez solide dans l'affaire. Il faut quand même tout le monde. Mais ce petit bout de connaissance est rassurant, je suppose, faute d'un meilleur mot. Non, c'est vrai. Et pour moi, cette technologie fonctionne clairement. Nous sommes assises sous toute une colonne de victimes qui ont obtenu des réponses, de coupables qui ont été arrêtés, n'est-ce pas? Et ça fonctionne dans les affaires non résolues, mais c'est encore plus facile dans les affaires en temps réel parce que l'acide désoxyribonucléique est frais. Vous n'analysez pas de l'acide désoxyribonucléique qui a passé 100 ans dans l'océan, qui a été brûlé ou laissé dans une fosse septique. Vous analysez un élément de la scène de crime d'hier. Incroyable. Et le fait que cela ait fonctionné dans cette affaire et que nous ayons pu donner à la famille de Stacy et aux autres familles les réponses dont elles avaient besoin et l'arrêter avant qu'il ne commette un autre crime, c'est formidable. Mais cela pourrait fonctionner pour chaque affaire en temps réel. Aucune excuse n'est valable pour ne pas l'utiliser. Les forces de l'ordre utilisent toutes les caméras qui pourraient se trouver près d'une scène de crime pour voir ce qui a pu se passer sur les lieux. Ils interrogent tous les témoins oculaires présents sur une scène de crime pour leur demander ce qu'ils ont vu, afin de reconstituer les faits. Pourquoi n'utilisent-ils pas toutes les informations qu'ils peuvent obtenir à partir de l'acide désoxyribonucléique sur la scène de crime de la même manière? Nous ne donnons pas la réponse, mais vous transmettons ces informations sur la personne ayant laissé de l'acide désoxyribonucléique sur la scène de crime. Les forces de l'ordre interviennent ensuite et situent cela dans le cadre de leur enquête. Alors pourquoi omettons-nous une partie très importante de l'information dès le départ? Parce qu'il n'y a pas de financement, pas de précédent, pas de méthode, mais nous sommes en train de créer tout cela. Je pense que Stacy et moi allons le créer. Oui, avec Ethan à l'avant-garde de ce mouvement parce que... En son honneur, j'espère qu'aucune affaire ne restera sans issue dans une enquête contemporaine. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est le plus crucial d'attraper cette personne en temps réel, car elle va commettre ce crime à nouveau. Ils ne vont pas s'arrêter. La plupart des crimes sont répétés, nous le savons. Stacy a expliqué qu'il ne disposait que des informations publiques pendant l'affaire, mais que procureurs et police répondaient toujours à leurs questions. J'ai trouvé que les procureurs étaient excellents pour nous dire ce qu'ils pouvaient. Je n'ai jamais remis en question qu'ils ne pouvaient pas tout dire. Vous savez, il fallait qu'on laisse faire, on l'avait dit. Nous devions laisser les procureurs faire leur travail et notre rôle, c'était d'être des parents. Vous savez, on nous a dit dès le début que ça prendrait beaucoup de temps. Il faut, en quelque sorte, être à la merci de la défense pour s'assurer que tout passe par les différentes étapes nécessaires. Alors, on a décidé de ne pas laisser cet élément sur lequel on n'a aucun contrôle influencer notre façon d'avancer. Kohberger a été arrêté tôt le matin du 30 décembre, 47 jours après les meurtres. J'ai demandé à Stacy Chapin comment elle avait ressenti l'appel reçu vers 23h du Pacifique et ce qu'elle pensait de renvoyer Maisie et Hunter, les frères et sœurs d'Ethan, à l'université de l'Idaho. Honnêtement, pour nous, c'est probablement différent parce que nous sommes les seuls à avoir des enfants qui retournaient à l'université. Il faut comprendre qu'au moment où nous avons remis les enfants à l'école, nous avions eu 60 jours. Donc, on avait dit, vous savez, on avait décidé que les enfants allaient retourner, mais Maisie commençait à se dire, je ne sais pas si c'est bien de retourner, si on ne sait pas qui est cette personne. En coulisses, Jim et moi pensions, c'est une préoccupation légitime, non? Je veux dire, et donc pour nous, c'était un soulagement. C'était un soulagement. C'était simplement une étape dans le processus qui nous a permis d'avancer. C'était juste un immense soulagement qu'il ait eu un suspect. Oui, absolument. Et les enfants, est-ce qu'il y a eu, évidemment, la moindre hésitation à renvoyer Maisie et Hunter une fois qu'ils avaient un suspect? Non. Parce qu'ils avaient le soutien de leurs amis? C'était juste, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu sais, ce sont deux personnes de 20 ans, non?
Et nous avions passé 60 jours ensemble parce que l'université les avait libérés des cours, leur avait donné les notes qu'ils avaient ce jour-là. Et, tu sais, on traîne encore. Qu'est-ce qu'on accomplit, tu vois? Nous avons dû retourner finir ce que nous avions commencé. Nous avons passé beaucoup de temps en famille à discuter de ce à quoi cela ressemblait, mais c'était vraiment la seule réponse. Tu vas y aller, tu sais, retourner, finir ce que tu as commencé. Oui. Ethan n'aurait voulu que cela. Et ils ont été diplômés en mai. Et ce qui est le plus beau pour moi en tant que maman dans cette histoire, c'est que à partir de ce que je considère comme le moment le plus bas de notre vie, nos enfants ont continué et ont obtenu leur diplôme avec mention, ce qui témoigne de leur résilience jusqu'au bout. Ce sont vraiment des enfants extraordinaires. Les Chapin ont voulu que le meurtre d'Ethan ait un impact positif. Ils ont fondé la fondation Ethan Sourire en sa mémoire et ont récolté des fonds pour offrir des bourses à d'autres enfants. Souhaitez-vous partager quelque chose à propos d'Ethan? Que voulez-vous que les gens sachent sur lui? C'était un si bon garçon. C'est difficile, vous savez, c'est difficile parce que vous savez, c'est difficile de savoir. C'était une personne incroyable, aimant tous. Il aimait, il avait touché tellement de vies. Et c'est 105 000 $. Oui, je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Et je veux dire, je suppose, à travers les tulipes et les dons. Et j'ai vu que tu vendais. Oui. C'est très typique du Nord-Ouest Pacifique. Chacun est une pièce de verre soufflée à la main. C'est une importante collecte de fonds, avec une grande vente aux enchères en novembre. Et puis, il y a aussi des fondations qui nous ont observés, vous savez, à différents endroits, et qui ont fait des dons très généreux. Donc, c'est incroyable. Est-ce que tu as déjà l'impression qu'il est avec toi et qu'il... Il est toujours avec nous? Oui. Il sera toujours avec moi. Oui. Ouais. J'ai assisté à la session de Kristen et Stacy à CrimeCon et la salle était comble. Les gens étaient assis par terre pour les écouter. C'était puissant de les entendre partager leur histoire ensemble. Eh bien, être sur scène avec Kristen, c'est facile. Je veux dire, ça semble être l'étape naturelle suivante dans notre scénario, je suppose, ou dans notre parcours. Notre parcours, bien dit. C'est difficile. Je veux dire, tu sais, la plupart du temps, j'ai l'impression de traverser la vie en me sentant, tu sais, à l'aise dans notre nouvelle normalité. Mais même aujourd'hui, avant que nous fassions ce discours, nous étions derrière, en train de revoir comment nous allions faire, derrière la scène. Et j'ai commencé à pleurer et je me suis dit, oh, tu sais, parfois, il faut juste prendre un moment pour vraiment se ressaisir. Mais je suis honorée de travailler avec eux. Je veux dire, je ne sais pas si on s'en est rendu compte avant d'arriver à Houston et qu'il y a eu Je pouvais le sentir chez leurs équipes que c'était bien pour eux d'avoir un visage associé à ce qu'ils font. Et c'était bien pour nous parce que, enfin, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Ils étaient la science derrière, tu sais, l'acide désoxyribonucléique. Pour en savoir plus sur la fondation Ethan Smile, rendez-vous sur ethansmile.org et pour Outram sur outram.com. C'était Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de votre présence. À bientôt.